Maintenant, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à Ulaanbaatar. À Ulaanbaatar, je suis avec Laurie. Bonjour. Laurie, merci d'avoir accepté mon invitation de faire une interview avec moi. Et puis pour commencer, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu faisais, pourquoi tu es là en Mongolie? Ok, alors moi j'ai un parcours, on va dire un peu atypique parce que j'ai fait déjà plusieurs études différentes, à la fois en littérature et puis en sciences dures, en biologie. D'accord, Et donc j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été journaliste, j'ai été chevrière, et puis j'ai été enseignante en France, d'abord en collège et lycée, et puis après enseignante de français langue étrangère, donc pour les immigrés qui arrivent en France. J'ai enseigné en Espagne, en Suisse, au Luxembourg. Et excellent. voilà, je suis arrivée. Alors, la première fois que je suis allée en Mongolie, c'était pour du tourisme. D'accord, C'était il y a 2 ans. Donc je suis restée simplement 15 jours, très, très brièvement. J'ai visité du coup la région de l'Arangay. la région Arangay. Ouais, tout à fait. D'accord, Et ça m'a vraiment plu. Enfin, c'était très très fort, ce pays que je connaissais pas du tout. Et donc j'ai décidé d'y retourner une seconde fois, mais un peu plus longtemps, pour vraiment pas rester sur une première impression. Parce que la première impression découverte, c'est toujours waouh, quand on est touriste, c'est magnifique, voilà. Mais on reste un peu à la surface. J'avais c'est vrai. envie d'explorer davantage. Donc je suis restée un mois et là j'ai fait un road trip, on va dire, du désert de Gobi jusqu'à Khuvsgul. D'accord. Voilà, et je suis restée toute seule ensuite pendant 15 jours à Ulaanbaatar. Parce que je voulais explorer un peu plus la ville, parce qu'Ulaanbaatar, au final, quand on est touriste, on la voit très peu. C'est Parce vrai. que c'est une ville qui donne pas envie aussi, il faut dire. Quand on arrive comme ça, elle paraît très hétéroclite en fait. Enfin, les bâtiments, ils sont pas aussi beaux que ce qu'on peut avoir en France avec des gros quartiers historiques, etc. Ça Je le fait, confirme. ouais, voilà. Mm. Ça fait au premier abord, on a l'impression d'une grande fourmilière. C'est bruyant, c'est pollué, etc. Je me suis dit, il doit quand même y avoir quand même des belles choses, des choses à voir, à faire et qu'on n'explore pas forcément en tant que touriste au premier abord. D'accord. Et donc je suis restée 15 jours à Ulaanbaatar et au final c'est une ville qui est très vivante où il y a plein de choses à faire, etc. Je trouvais ça très intéressant. Et puis surtout je suis restée dans la ville parce que j'avais un projet, enfin j'ai construit un projet de festival de la culture mongole en France. D'accord. Et donc je voulais rencontrer notamment le directeur de l'Alliance française pour Ouais. partager avec lui cette idée, qu'il puisse me mettre en contact avec des partenaires, qu'on construise quelque chose ensemble. Voilà. Et puis chemin faisant, il m'a proposé, enfin il m'a parlé, pas proposé, mais il m'a parlé d'un poste qui allait se libérer en tant que professeur de français à l'Université nationale. Et donc quand je suis rentrée en France, 15 jours après, je reçois un mail de l'université qui est intéressé par mon profil, etc. Et voilà, et donc du coup je suis arrivée ici l'année dernière donc, en tant que professeur de français à l'université. D'accord. C'est très intéressant en fait. Tout ce que tu as, ton parcours en fait. Du coup, tu es là en Mongolie depuis un an. Oui, c'est ça, c'est ma deuxième année d'enseignement ici. Ouais. Je suis arrivée du coup en août l'année dernière. D'accord. On est août, ça veut dire août 2024? Non, Non, 23. 23. Ouais, 23, 23, ouais. d'accord. Il faut préciser que voilà, on est en train de faire cette interview en début février 2025 Mm. à Ulaanbaatar, ouais. En ce moment, il ne fait pas trop froid, Ça va. ça va. Comment ça se passe du coup à Ulaanbaatar? Tu te sens bien, mais je sais pas en fait, d'accord. Ouais, 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 je me sens très bien. En fait, je me sens comme chez moi. D'accord, Je m'attendais vraiment à avoir un peu comment dire, cette sensation de déracinement, parce que quand même, je suis dans un pays dont la langue, la culture est extrêmement différente. Donc, je m'attendais à sentir ce que peuvent sentir certains expatriés aussi, à se sentir un peu déracinés, sans repères, etc. Et au final, c'est pas du tout le cas. d'accord, Donc j'ai très vite eu un réseau d'amis. Je trouve que les gens ici sont quand même très, très avenants, qui parlent d'accord, facilement, donc je ne me sens pas complètement isolée.
D'accord. Et après, ouais, il y a vraiment tout qui me plaît. Même la ville, bon, au-delà du bruit et de la pollution, la ville ici me plaît beaucoup aussi. Ouais. C'est très vivant et je m'y plais bien. C'est vrai parce qu'à Ulaanbaatar, il y a des soucis parce qu'il y a beaucoup de bouchons. Ouais, Il y a tellement de bouchons. Et puis en hiver aussi, il y a beaucoup de pollution. Mm. Donc il faut, voilà. Deux choses aussi, ça ralentit aussi des personnes qui vivent à Ulaanbaatar. Mm. Ça touche aussi de productivité aussi pour certains hein, ouais. qui bougent beaucoup. Et d'accord, du coup tu es prof. Je suis voilà, D'accord. professeur de français. C'est quoi en fait? Du coup tu renseignes français pour les étudiants. Oui, c'est ça. Donc, c'est le français pour des étudiants, donc qui sont de la première jusqu'à la 5e année. Donc, ils ont des niveaux de français très différents. J'enseigne aussi à des options, donc des étudiants qui viennent de différents domaines d'études et qui veulent D'accord. découvrir le français. Parallèlement, en fait, j'ai une activité de chercheur. D'accord. On est enseignant-chercheur, donc moi, mes axes de recherche, c'est essentiellement la traduction, donc le D'accord. français au mongol et vice-versa. Donc là, par exemple, j'étudie en ce moment les traductions de Descartes en mongol. Descartes. De Descartes, voilà, du philosophe Descartes. C'est intéressant, peut-être on va revenir sur ce sujet. Et du coup, les étudiants, en fait, quels sont leurs buts, en fait? Pourquoi ils apprennent le français? Parce que voilà, j'imagine que tu parles aussi avec eux. Oui. Alors c'est vrai que c'est une question que je leur ai demandé parce que c'est assez, pour moi c'était extraordinaire que des personnes, enfin le français c'est quand même un pays qui est loin, c'est pas un grand pays et ça m'étonnait qu'il y a quand même, on enseigne à 80 élèves quand même, donc c'est quand même beaucoup. Et alors certains c'est vraiment par pure curiosité, parce qu'ils ont entendu une chanson en français etc. et la langue leur a plu et voilà. Et certains ont un projet professionnel aussi, donc beaucoup viennent des relations internationales. D'accord. Et sinon, certains, c'est pour faire ensuite en France des études et un travail assez spécifique, plutôt lié à la France. Donc ça va être des études de boulanger, des études de la mode ou de la pâtisserie. Vraiment des choses un peu spécifiques à la France. C'est vrai que la culture française, c'est très riche en fait. Ouais. Tout ce que tu dis, c'est vrai parce que vraiment, c'est un savoir-être en fait, pour l'instant. C'est intéressant. D'accord. Et du coup, la communication avec les Mongols, comment ça se passe en fait? Au début, c'était comment? Aujourd'hui, quels sont les changements en fait? Ce que tu ressens en fait? Alors au début, c'est très difficile parce qu'il y a la barrière de la langue quand même. En mongol, ça reste assez marginal les personnes qui parlent bien anglais. Il y en a quand même, bon, chez les jeunes, il y en a beaucoup plus évidemment, mais ça reste quand même un peu plus marginal que dans les pays européens. Donc c'est une première barrière, mais au final, je veux dire, les gens ici sont quand même tellement avenants que le dialogue arrive quand même à se faire, même si ça reste petit niveau, on arrive quand même à sociabiliser en fait assez vite. C'est mon impression. Ouais. Bon, aujourd'hui, en fait, je suis plus à l'aise parce que j'ai déjà du coup un réseau, enfin j'ai mes repères, etc. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, du coup, il n'y a pas de difficulté en fait, pour toi. Mais j'ai jamais eu vraiment de difficultés, quoi. Après, je sais que bon, moi, je suis quelqu'un aussi de nature assez solitaire. Donc, en fait, si je suis pas beaucoup entourée, c'est pas très grave. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont venues ici aussi, des Français qui ont voulu travailler, comme à l'Alliance française, etc. Et qui, eux, ont peut-être un peu plus souffert de pas avoir d'amis, de contacts. D'accord. Voilà. Ça dépend aussi, je pense, de la personnalité qu'on a aussi. Personnalité, oui. Après, voilà, c'est vrai que bon, il y a une communauté française, francophone en Mongolie, à Ulaanbaatar. Ouais. Est-ce que du coup, voilà, vous voyez régulièrement? Je les vois essentiellement dans le cadre du travail. Donc moi j'ai des contacts avec l'Alliance française, les enseignants de l'Alliance française, avec l'ambassade aussi. Donc quand on a des meetings à l'ambassade, ça permet de rencontrer toutes les personnes françaises qui travaillent ici depuis plus ou moins longtemps, mais aussi des personnes qui viennent pour des missions, aussi pour le travail, mais simplement par mission. D'accord. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a des changements pour toi, voilà, avant de venir en Mongolie et après aujourd'hui, 12 ans plus tard,
en Mongolie? Est-ce que tu te sens quelques changements pour toi? Est-ce que tu as évolué, progrès ou au contraire, hein, inverse? Régresser. Oui, on ne sait jamais, tu vois. Tout est Euh, possible. Alors ces changements-là, je le sens énormément quand je rentre en France. Et D'accord. je me sens complètement en décalage parce que la manière d'être ici, les relations, le contact social, les relations sociales ne sont pas vraiment les mêmes qu'en France. C'est là que je me rends compte qu'en France, on est vraiment individualiste. Alors on le sait parce qu'on le dit, ça, même en France, on sait qu'on est individualiste, mais je pense qu'on ne mesure pas dans quel sens, en fait, à quel point on peut l'être, etc. Et ouais, je sens ce changement à ce niveau-là. Surtout que du coup, en France, les gens sont... C'est plus difficile, en fait, d'avoir un contact avec les gens en France, finalement, qu'ici, pour moi. D'accord. Après, personnellement, oui, il y a des choses qui ont... Dans ma manière d'être aussi, j'ai changé parce que forcément, je me trouve confrontée à une culture qui n'est pas la mienne, à laquelle je dois m'adapter aussi. Oui. Et ça m'a énormément changé. L'esprit, la mentalité, c'est plus vraiment la même. Mais en même temps, c'est ce qu'on cherche aussi, je pense, quand on s'expatrie. On cherche aussi ce qui peut nous changer notre pensée, notre manière d'être, explorer aussi une nouvelle façon d'être. C'est vrai, quelque part aussi, nous aussi, on cherche nous-mêmes aussi, hein, Ouais, quelque part tout toujours. à fait, ouais. On découvre chaque fois des différents endroits, on se découvre chaque fois des nouvelles rencontres, etc. en faisant ça. Donc c'est vrai, pour moi aussi, quand je suis venu en France, c'est bien sûr, j'ai eu chaque culture, Ouais. culturelle, et également aussi, oui, la France m'a appris beaucoup de choses. C'est ça. Et puis surtout, c'est des notions, en fait, comme en France, on a des notions qu'on croit un peu universelles, comme, je sais pas, le respect, la liberté, etc. Et on se rend compte, en fait, que ces notions-là, même si elles existent ailleurs, c'est pas du tout les mêmes portes d'entrée, en fait. On n'a pas du tout la même notion de respect en France et de respect ici, par exemple. Est-ce que tu vois la différence, en fait? Ouais, je sens cette nuance-là, oui. Oui, par exemple, en Mongolie, on ne dit pas tu, en fait, ses parents, par exemple. Oui, par on dit exemple. souvent vous. Voilà, ouais, par exemple, ouais, c'est un exemple. Mais c'est vrai qu'au-delà du langage, il y a aussi tout ce qui est non langagier, en fait. Parce que moi, je m'attendais vraiment à ce que la plus grosse confrontation, ce soit celle du langage. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses à côté. Que les Mongols, en fait, ils sont plus dans le geste que dans la discussion. En France, on est beaucoup plus à parler, à discuter, à se poser. Et ici, on est beaucoup plus dans l'acte, en fait. C'est ton geste qui va compter plus que ta parole. D'accord. Du coup, je sais pas, est-ce que tu as appris quelques gestes? C'est pas des gestes forcément voilà, déictiques pour montrer des choses, mais c'est dans les actions, en fait, que tu fais. D'accord. C'est les actions qui sont plus importantes que t'expliquer, dialoguer, etc. Ça a moins d'importance qu'en France. D'accord. D'accord, tu vis à Ulaanbaatar. Aujourd'hui, bon, Ulaanbaatar, c'est une grande ville. Oui. Et tout début, en fait, quand tu es venu, est-ce que c'était difficile pour installer à Ulaanbaatar? Le logement, la nourriture, je sais pas, en fait. Ouais. Alors, le logement, j'ai eu de la chance d'être aidée par mes futures étudiantes, en fait, qui m'ont aidée parce que bon, moi j'avais repéré un site internet où il y avait des locations, voilà. Mais comment contacter quand on ne connaît pas le mongol, quand on ne sait pas comment les choses fonctionnent, c'était très difficile, ouais. Donc heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir me faire aider. Après, il y avait la communauté francophone aussi qui pouvait m'aider, donc j'étais pas toute seule à ce niveau-là. Sinon, ça allait être vraiment très compliqué pour moi. D'accord. Voilà, donc j'ai trouvé mon logement grâce en fait surtout à mes futures étudiantes. D'accord. Centre-ville, pas très loin de ton travail? Ouais, en fait, j'étais à 20 minutes à pied de l'université, en centre-ville, ouais. Centre-ville, d'accord. Ouais. À Ulaanbaatar, est-ce que tu as exploité un peu Ulaanbaatar, un peu à droite à gauche, de différents quartiers? Ouais, je marche pas mal, donc j'explore un petit peu partout, oui. Après, moi j'aime bien aussi, pour pouvoir penser, m'isoler un peu, donc souvent j'allais à pied jusque au parc ou à Zezan ou jusqu'à la montagne Bogd pour m'évader, quoi. Et donc je faisais tous ces chemins-là à pied, donc en passant par des rues différentes à chaque fois pour explorer. D'accord. Du coup, tu marches pas mal. Ouais, je marche beaucoup, ouais, j'aime beaucoup marcher.
D'accord. Il n'y a pas de danger, du coup, voilà, l'amateur. Ouais, non, je me sens vraiment en sécurité. Ouais. Surtout quand on est une femme, c'est quand même une question. Quand on voyage, c'est quand même, on y fait beaucoup attention parce qu'en France, on n'est pas forcément, on se sent pas forcément partout en sécurité en tant que femme. Et Oh. ici, c'est beaucoup plus sécure. Après, on rencontre à une certaine heure le soir, surtout le vendredi, des gens qui sont souvent ivres, mais je me suis jamais sentie trop en danger, quoi. C'est plutôt sécure. D'accord. Ouais. C'est plutôt assurant, ça. Ouais. D'accord. À la campagne, du coup, voilà, est-ce que tu es parti aussi en Provence, en fait? Oui, ben, outre mes voyages, du coup, à la Rangaï, au Gobi, Kuzgul, après, là, de temps en temps, je m'en vais. Alors, je vais souvent à Terlech, parce que c'est pas loin. Tirelch, oui. Ouais, et puis, je suis allée à Seling aussi. J'ai Ouais. visité le Khanty. Et D'accord. voilà, donc c'est essentiellement ça que j'ai fait de la Mongolie. Voilà, D'accord. parce qu'aujourd'hui, vu que je travaille, j'ai essentiellement mes vacances là en janvier, et puis après l'été, que je D'accord. partage un peu entre la France et ici. Donc au final, j'ai peu de temps pour voyager en Mongolie, en fait. D'accord. Du coup, ton emploi tout le temps aussi, comment ça se passe? Est-ce que c'est bien chargé? Est-ce que tu as un peu de liberté aussi à côté, hein? Oui, j'ai de la chance d'avoir en fait on va dire un mi-temps. Donc ça me permet quand même d'avoir voilà, de l'espace à côté pour faire autre chose. D'accord. Voilà, pour m'occuper, parce qu'en France, je continue de travailler comme assistante dans une maison d'édition. D'accord. Voilà, je suis poète et aussi je travaille dans une maison d'édition en France à distance, donc ça me permet de m'occuper de ça. Et voilà, donc j'ai un emploi du temps, on va dire plutôt léger quand même. Je fais 25 heures par semaine en fait. 25 heures, Ouais. c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal, pas mais rien. ça va, ça reste léger. Après, les horaires sont extrêmement variables. Enfin, outre les cours qui sont fixes, c'est D'accord. vrai que le travail, il peut être très variable. J'ai déjà fait des journées de commencer à 7 heures et finir à 11 heures le soir. Ça m'est déjà D'accord. arrivé quand on doit préparer des séminaires, des conférences, etc., qu'il y a une grosse organisation. Il ne faut pas compter 16 heures, quoi. Des fois, je travaille le week-end aussi. Ça peut être très aléatoire. Tu sais qu'en France, bon, tout est planifié, tout Oui, est ouais. organisé, tout ça. En Mongolie, c'est comment tu trouves en fait les gens, tes collègues C'est beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Ah bon? Ouais, D'accord. je trouve, ouais. Alors les horaires, ils sont pas forcément très respectés par rapport en France où c'est C'est vrai. très strict. Voilà, ici il y a l'heure mongole, comme on dit. Si. Voilà. Et mais sinon, après les relations avec les collègues, il y a beaucoup moins de hiérarchie aussi. On sent moins la hiérarchie. Après, en France, il y a de plus en plus des entreprises où il n'y a pas non plus trop cette hiérarchie entre le patron et puis les salariés, etc. Et ici, je sens qu'il n'y a pas non plus cette différence entre voilà, mes supérieurs. On est un peu tous sur le même pied d'égalité. Donc, ça fait qu'il y a une bonne ambiance, quoi, avec les collègues ensemble. D'accord. Ça, c'est assez agréable. Du coup, tu es aussi à côté du temps et puis pour travailler, pour tes projets aussi, etc. Ouais. Tu travailles pas mal alors. Bah Bravo, ouais, quoi. j'ai pas mal de choses à faire, ouais, je suis assez Ok. occupée. Tu as dit que tu es poète aussi. Oui. D'accord. Du coup, tu écris des poèmes. Oui, voilà, des poèmes. Alors moi, mon écriture, elle est à mi-chemin entre la poésie et la philosophie. D'accord. Donc j'ai déjà publié plusieurs textes, 7. J'ai publié 7 ouvrages. Voilà. Cet ouvrage, Ouais. déjà? Oui. Waouh! Et voilà. Et là, je suis en train de recopier sur ordinateur. Enfin, j'écris sur des carnets. Et je suis en train de recopier les textes que j'avais écrits lors de mes voyages en Mongolie, justement. Le prochain texte publié sera autour de la Mongolie. Excellent, sûrement, mais sûrement parce que c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, hein. Bravo, bravo. Cet ouvrage, d'accord, c'est excellent. Tu m'as dit que tu es chercheur aussi, Oui. chercheuse. Oui. Du coup, tu es dans quel secteur, dans quel sujet en fait tu exploites en fait? Je sais pas. Alors c'est essentiellement la traduction. Mon domaine, c'est D'accord. vraiment la traduction. Donc l'année dernière, en fait, j'avais travaillé sur la traduction, j'avais participé aussi à la traduction de nouvelles mongoles, donc de traduire en français. D'accord. Elles ont été publiées. Et donc j'avais travaillé sur les difficultés de traduction, parce que c'était des textes, des nouvelles, mais avec les genres en Mongolie sont assez hybrides, c'est-à-dire dans une nouvelle, on peut avoir des passages un peu plus poétiques de la poésie, D'accord. ce qui se voit moins en France, et donc
translater ça, c'était pas forcément évident. Il y a certains mots aussi qui posent problème, qui existent en mongol, des concepts qui existent ici, mais qui n'existent pas du tout en France. Donc comment on les fait passer sans dénaturer le texte et le style? Et voilà, donc j'ai fait des recherches là-dessus l'année dernière et aujourd'hui je m'intéresse plus à la philosophie. Du coup, tu as appris le mongol. Oui, j'apprends toujours. Tu apprends toujours. Donc aujourd'hui, tu communiques facilement. C'est très difficile pour moi de comprendre quand on me parle. D'accord. Voilà, je peux lire, écrire, ça va. Par contre, avoir une conversation, ça reste difficile parce que les Mongols parlent très vite. Ils contractent beaucoup les voyelles. Elles s'en vont souvent à l'oral. Oui, C'est pas forcément évident du coup de comprendre. Il y a des sons que j'arrive pas toujours à discriminer aussi parce qu'ils n'existent pas en français. d'accord. Et, donc du coup, l'oral c'est très difficile pour moi. Très difficile. Mais tu apprends toujours. Mais j'apprends toujours. Ouais. Toujours, oui. Oui, parce que je me souviens, parce qu'on s'est vu sur Messenger, sur Facebook, il y a juste avant de venir Oui, en Mongolie. Et puis, je te donnais aussi quelques conseils, c'est ça, en c'est fait, ça, ouais, tout à fait. la base, langue mongole. Et puis, si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez me contacter, hein. Est-ce que apprendre ta famille, il te manque? Oui, ben ma famille, ouais, la famille, les amis, forcément manquent. Après, je les contacte tous les week-ends via WhatsApp ou Messenger, donc ça fait quand même un contact. On a quand même les outils de communication aujourd'hui qui font que le manque est moins fort. Après, j'ai pas du tout le mal du pays, par contre. La France en elle-même, mon pays, ne me manque pas. D'accord, d'accord. C'est excellent, quoi. Oui. Tu es déjà parti, tu t'es ailleurs, quoi, déjà. Bon, je suis acclimatée, malgré le froid, c'est bon. D'accord. Est-ce que on va parler de ta passion, du coup, tu m'as dit que voilà, tu aimes écrire. Oui. Est-ce que tu as des autres passions, autres choses que tu aimes faire? C'est vrai que ma grosse passion, ça reste la poésie. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites, mais justement pour pouvoir écrire. Donc, par exemple, j'adore voyager. D'accord, Et à chaque fois que je voyage, ben, j'écris. Moi, c'est un peu lié. Je me passionne beaucoup pour les langues aussi, D'accord. surtout les langues en voie de disparition. Donc moi-même, j'ai appris certaines langues qui sont peu connues. Là, tout récemment, j'ai étudié avec les professeurs de l'INALCO en France la langue Dongba, qui est d'accord. une langue qui est parlée que dans une certaine province de Chine et qui est en voie de disparition parce qu'elle n'est quasi plus parlée aujourd'hui. Donc je m'intéresse à ces langues-là et j'ai un projet aujourd'hui qui est de faire certains voyages où il y a des langues comme ça en train de péricliter ou des cultures en train de décliner et d'enregistrer en fait ces langues donc par des poèmes, des contes, peu importe des textes. Pour les enregistrer, les conserver. C'est quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été fait par des chercheurs, mais moi je voudrais apporter peut-être une nouvelle porte d'entrée en fait. Cette chose. Concernant la langue, en fait, même en Mongolie, tu sais aussi, il y a beaucoup d'ethnies aussi. Oui. Qui se trouvent aussi, chacun aussi parle leur langue aussi. Ouais. Certains, ils sont en train de disparaître. Oui. Donc, je sais pas, Ça peut être intéressant. intéressant. Oui. En plus, tu es à la fac, donc il y en a des profs qui sont là déjà, donc Ouais. peut-être juste une idée, hein. Oui, oui. Je Mais sais ça pas à si exploiter. Ouais, ouais. tu prends ou pas. D'accord. Concernant la visa, Oui. comment ça s'est passé? Alors, le visa, c'est assez simple quand on est touriste puisqu'il n'y en a plus besoin pour les ressortissants français. Ouais. Pour mon Maximum premier, 30 jours. 30 jours, Voilà. ouais. C'est ça, oui, il faut préciser. Ensuite, moi, vu que je travaille, forcément j'ai un visa long terme et j'ai une carte de résident. D'accord. Les formalités ont été un peu chaotiques parce que ici aussi l'administration, c'est comme en France, ça prend du temps. D'accord. Voilà, donc ça a été très long, mais maintenant j'ai plus de soucis. En fait, une fois qu'on a le visa long séjour, je renouvelle tous les ans ma carte de résident et voilà, il n'y a pas de souci. C'est l'université qui s'en charge en fait, donc moi j'ai rien à faire. Ouais, ça facilite aussi des Voilà, choses parce ouais. que tu es déjà ici, tu travailles C'est ici, ça, et puis donc pour moi c'est facilité. tu es attaché de la fac, donc voilà, Ouais. ça facilite beaucoup de choses, C'est j'imagine. ça. D'accord. Et du coup, tu vas rester encore combien de temps? Qu'est-ce que tu penses en fait? Tu es resté encore? Tu veux continuer à travailler? Ouais, pour l'instant, je vais rester encore là parce que justement mon supérieur m'a demandé si je comptais continuer, voilà, parce que j'ai un contrat en fait que je peux renouveler ou non tous les ans. D'accord. Donc pour l'année prochaine, je serai encore là.
Et après, voilà, je verrai. Mais pour l'instant, moi, Tu es j'ai envie là. de rester ici. D'accord, ça veut dire que tu es content, ça Ouais, se passe ouais, bien, ça se passe très très bien. Ouais. très très bien en fait. Je me sens chez moi, ça va. D'accord, mais il faut dire vérité, hein. Euh, et dans 5 ans, par exemple, où tu seras bon, pas forcément géographiquement, mais qu'est-ce que tu auras rempli en fait Où est-ce que j'en serai dans mon projet, Oui, par etc. Ouais. exemple. Dans 5 ans, où est-ce que je me projette Alors, oui, c'est compliqué comme question. 2030. Alors là, je suis en train de travailler aussi pour une agence de voyage aussi. On est en train avec, moi pas toute seule, hein, mais avec d'autres personnes, on est en train de monter un projet d'agence de voyage, donc ici, D'accord, en Mongolie. Donc voilà, pour les Français qui veulent visiter la Mongolie, mais aussi inversement pour les Mongols qui veulent aller en France. Donc je travaille là-dessus. Donc j'espère voilà, que dans 5 ans, ce sera développé. Après, voilà, j'ai envie aussi de bouger, enfin de voyager, de pas forcément rester ici. Après, voilà, où est-ce que je serai dans 5 ans Pour l'instant, j'ai envie de rester vivre ici. d'accord. Parce que je sens que je suis encore toute nouvelle, quoi. J'ai encore plein de choses à découvrir, quoi. Et moi, quitter un C'est endroit vrai. sans avoir enfin, pas tout exploré à fond, ce ne sera pas possible. Mais explorer davantage, en tout cas. J'ai tellement de choses à découvrir que pour l'instant, je ne me sens pas d'aller vivre ailleurs. pour le moment. D'accord. Mais en plus, c'est super parce que tu as plein de projets aussi. Hein, tu as Mhm. plein de bons projets aussi. Quelque part aussi, pour toi, c'est une opportunité Mhm. Ouais. très peu exploitée aussi déjà. Peu de gens connaissent aussi la Mongolie hein, Mhm. en France et en Europe. C'est vrai. Bon, c'est vrai que depuis peu de temps, ça se découvre plus en plus. Mhm. Mais du coup, voilà, il y en a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire aussi. Donc c'est ça. pour ça que aussi, c'est pas une contrainte, au contraire, c'est une opportunité aussi. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il faut voir. Et d'accord. Et puis, pour les personnes qui regardent, parce qu'en France, tu sais, je rencontre beaucoup de gens Mhm. qui, première catégorie, c'est les gens qui voulaient voyager, qui voulaient visiter la Mongolie. Mhm. Bon, après, il y a des gens qui voulaient venir aussi en Mongolie, ça existe. Quel type de conseil tu donnerais pour des personnes qui voulaient venir en Mongolie? Alors pour des personnes qui veulent visiter la Mongolie, je conseillerais surtout de prévoir du temps parce que parfois je rencontre aussi, enfin j'ai contact avec des personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit voilà on aimerait venir en Mongolie, qu'est-ce que tu nous conseilles de visiter, mais en un laps de temps très très court. D'accord. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps parce que quand on veut aller à la campagne, déjà il y a le temps de trajet qui est vraiment aléatoire. Voilà, on peut pas dire, c'est pas comme en France avec des belles routes, voilà. Donc on peut pas trop savoir déjà le trajet combien de temps prendra. C'est un territoire qui est immense, donc voilà, et avec des régions qui sont très variées les unes des autres. Ouais. Donc prendre le temps sur tout ça, c'est important. Prévoir vraiment au minimum 15 jours, c'est vraiment le strict minimum, je trouve. Ouais. Et voilà. Autre? C'est tout ça. Autre, c'est aussi de prévoir le climat, enfin d'anticiper le climat qui peut être très capricieux aussi. On peut vite passer, enfin le froid peut tomber d'un coup à certaines périodes de l'année, etc. Donc moi quand je suis arrivée, par exemple, le premier voyage que j'ai fait en septembre, je suis arrivée, il neigeait. Ouais. Et ensuite, tout le reste du temps, il a fait 25 degrés. Et après, je suis repartie, il reneigeait. Donc, il faut prévoir ce genre de choses aussi au niveau climat. Voilà, essentiellement ça. D'accord. Et niveau de la vie, en fait, est-ce que tu trouves que c'est cher? Pour un Français, c'est pas du tout cher en fait. Quand on est touriste, non, il y a beaucoup de choses qui sont très chères en France et pas chères ici. Donc moi j'ai trouvé que c'est moins cher ici. Mais après maintenant ça commence enfin il y a un peu une balance je trouve. Enfin il y a beaucoup de produits aussi qui sont importés, donc là qui sont beaucoup plus chers. C'est vrai. Voilà. Mais sinon essentiellement je trouve que c'est quand même moins cher que la France. Pour un Français quand on est touriste ici on peut acheter quand même des choses moins chères. D'accord. Bah, après, il faut préciser que voilà, en Mongolie, on gagne beaucoup moins que Oui, la France. Hein. voilà, c'est ça. Voilà. Donc, C'est pas le même niveau de salaire. ouais. D'accord. Est-ce que
bon, tu dis beaucoup de choses positives, hein, dans le côté positif. Est-ce que tu dis, est-ce que tu as des critères? Négatif. Oui, il faut lâcher maintenant. Alors attends, je cherche parce que c'est pas évident. En critères négatifs, c'est vraiment plus difficile. Forcément, ça existe. Oui, Ça existe forcément, partout. ça existe. Mais c'est vrai que maintenant, je suis tellement acclimatée que je D'accord. crois que je les vois plus. Euh, non, après, ça, c'est pas du négatif, c'est surtout du difficile. Mais je pense que c'est au niveau les écarts, à cause des écarts culturels, des incompréhensions qu'on peut avoir. Voilà, on peut avoir l'impression que les gens, parfois ici, sont impolis, parfois. Oui. Mais voilà, parce que c'est un écart culturel, je pense. Donc ça peut Mhm. être vécu comme du négatif, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent le vivre très mal, surtout si on ne s'est pas renseigné avant. mais en soi, je pense que c'est plus en fait des divergences culturelles que du négatif, ou des incompréhensions, quoi. D'accord. Est-ce que tu as changé de métier? Est-ce que je sais pas. Est-ce que j'ai changé de Est-ce que métier? tu vas changer de métier, ton métier, Ouais. dans les années à venir? Est-ce que je vais changer de métier? Alors le métier que je fais me plaît beaucoup parce que justement il me permet de bouger. D'accord. Moi j'en apprends, j'enseigne autant à mes élèves que eux m'enseignent des choses. Vu D'accord. qu'on n'est pas de la même culture, ils m'apprennent énormément. Et donc je trouve que ce métier-là, enseigner le français à des gens étrangers, c'est une grande richesse. Après, je ne serais pas contre, moi je suis un peu touche à tout. Donc c'est vrai qu'essayer, parallèlement à ce que je fais, à mon métier d'enseignant, essayer d'autres professions, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Voilà, En je suis tout cas, tu es ouverte, mais ouvert, quoi. voilà, je suis curieuse. Donc, Excellent, excellent. Oui, oui, parce que même je te sens chez toi aussi, la curiosité. Je ouais. trouve que c'est aussi un des caractères, c'est très important aussi. Il faut exploiter ça. Grâce à la curiosité aussi, on découvre plein de choses. Hein. Ouais, c'est ça, On ouais. découvre plein de choses en notre rencontre, etc. D'accord, merci. Merci à toi. Merci. Et la dernière question, est-ce que tu veux dire pour les Français, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu voulais dire autre chose? De ne pas hésiter à venir, à venir en D'accord. Mongolie parce que c'est un pays d'une très grande richesse. C'est un pays, il y a un ami à moi qui était touriste en même temps que moi qui disait c'est un pays qui fait bouger ton curseur. C'est-à-dire qui fait bouger en fait ta vision de la vie, ta vision des choses. D'accord. Je pense qu'il a vraiment raison et c'est un pays qui peut t'apporter, qui peut que apporter de toute façon, tellement c'est différent. Et ouais, il y a des énormes différences. Outre la langue, il y a une grande différence de sensibilité, de voir le monde. Et ça, c'est extrêmement intéressant. D'accord. Excellent, excellent. Et depuis que tu es là, est-ce que tu es rentré en France? Oui, je suis rentrée en France 2 fois. 2 fois. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit de ta famille? Il dit, je sais pas, quand tu reviens, est-ce que c'est difficile? Je sais pas. Alors ouais, ma famille est très curieuse. Bon, elle pose des questions en fait sur la vie de tous les jours, comment ça se passe, qu'est-ce que tu manges, voilà. C'est vrai qu'il y a je reçois 2 types de réactions quand je dis que je travaille et que je vis en Mongolie. Soit c'est waouh, extraordinaire, c'est le pays du cheval, des steppes, etc. Très peu de gens s'imaginent Oulan-Bator finalement. Très peu de gens s'imaginent la vie moderne aussi que c'est la Oulan-Bator parce qu'ils ont tous la vision stéréotypée du cheval de la steppe. Ou alors j'ai les réactions complètement inverses, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Il n'y a rien. Et voilà, donc il y a en fait c'est le tout, le positif ou le négatif, quoi. Je reçois Excellent. ces deux réactions très différentes. En tout cas, c'est très enrichissant en fait, en fait, sortir de sa zone de confort en fait, hein, Ouais, quelque ouais, part en fait. c'est ça, ouais. C'est- Sortir de sa zone de confort, et ce qui est important pour moi, et c'est pour ça que je suis très heureuse de vivre ici, c'est aussi sortir de cette zone un peu de béatitude qu'on a quand on est touriste, quoi, où tout semble beau, parfait, voilà, je voulais vraiment explorer plus loin, sortir de juste ce premier abord-là qui est merveilleux, quoi. Aujourd'hui, maintenant que je vis là, tout est un peu. Alors, j'adore vivre ici, mais je suis moins dans l'émerveillement, quoi.
Ça y est, maintenant j'ai mes Ah. repères, je suis habituée et c'est là en fait que ça devient intéressant parce qu'on peut voir les choses un peu plus en profondeur avec un recul un peu plus critique que quand on est émerveillé par tout ce qu'on voit. Excellent, excellent. Juste, concernant la nourriture, Mhm. c'est différent. Oui, c'est Ce qu'on différent. mange en France, Ouais, ce ouais. qu'on mange en Mongolie. C'est surtout très difficile si en France on est végétarien et intolérant au lactose et voilà, parce qu'on mange essentiellement de la viande et de la viande grasse aussi, Mhm. mais de très bonne qualité. C'est du bon gras et de la bonne viande. Elle n'a pas du tout le même goût qu'en France, hein. Si on mange par exemple le mouton, il a un Mhm. goût extraordinaire ici par rapport à la France. C'est vrai? Ouais. Et l'alimentation, d'ailleurs, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai fait donc un côté de mes études de scientifique et il y a D'accord. énormément à explorer là-dedans parce que j'ai découvert avec la littérature scientifique qui existe, par exemple, il y a très peu de maladies dégénératives ici comme Alzheimer, etc. Et ce serait lié justement au gras du mouton particulier qui est différent. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup à explorer là-dessus. D'accord. Et ouais, très gras. Mais en même temps, moi, en France, je mangeais type méditerranéen, donc beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, machin. Et ici, quand on arrive et que je devais marcher 30 minutes, 1 heure tous les jours à moins 37 degrés l'hiver, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ce régime-là, il convient pas du tout. Et que, ouais, le gras, c'est bon quand même. Donc, D'accord. Du coup, la ouais, mon nourriture. régime alimentaire a bien changé depuis que je suis ici. Ouais. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de problème pour toi, du coup, aujourd'hui, ça Pour moi, il n'y a te pas de problème. Mais après, ça peut être problématique ouais, pour des Français qui, pour des raisons éthiques, ouais, etc., ne mangent pas de viande, ne mangent pas de laitage. D'accord. Et pour la curiosité, où tu fais tes courses, du coup, en fait, Alors, au tout début, que je connaissais pas trop et que je savais pas trop bien parler, j'allais toujours au Nomin du State Department Store. ouais, J'habitais vraiment pas loin. supermarché. Ouais, c'est le plus grand, le State Department Store, c'est quand même assez connu, c'est le gros truc qu'on visite aussi. On visite ça quand on est touriste à Ulaanbaatar. Tout à fait. Et aujourd'hui, je vais plutôt dans les petits marchés, D'accord. ouais, où c'est un Ok, peu moins petit cher. marché. Et, ouais. Oui, c'est vrai, c'est souvent c'est comme ça. En France, peut-être c'est au contraire. En fait, en Mongolie, le supermarché, c'est un peu plus C'est cher. un peu plus cher. Le Ouais. marché, c'est un peu moins cher. Ouais. En France, c'est vrai que ça avait tendance à être le contraire. Ouais. C'est possible Ouais, aussi. un peu. Même en France aussi, les gens maintenant, souvent, ils font des courses au petit marché. Oui, aussi, ouais, ouais. Donc, plus en plus, en fait, les gens, ils sont orientés aussi pour des produits locaux, Oui, c'est ça. Ouais. etc., des produits bio, etc. Mm, mm. Donc, d'accord, d'accord. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Hein. Mhm. Et puis sûrement, on fera 12e d'ici de quelques temps. Ouais, Et puis on pourquoi pas. reparlerait et puis on parlerait de aussi tes nouveaux projets, Mhm. tes bouquins, tes écritures, tout ça. Et merci. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. À Au bientôt revoir. à tous et à toutes.